La culture, c'est le résultat d'un double effort d'intégration de l'homme à la nature et de la nature à l'homme, disait Léopold Sédar Senghor. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre revue littéraire SLAP, Salon littéraire africain de Paris. Je suis Guillaume Adouvi, fondateur des éditions Ibidoun, maison d'édition de livres orientée vers l'Afrique et sa diaspora, mais aussi orientée vers toutes les communautés afrodescendantes de l'Amérique, des Antilles et des Caraïbes. Et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous cette émission sur la TV Ibidoun Africa. Votre rendez-vous littéraire va raviver aujourd'hui la mémoire d'un très grand écrivain, un des baobabs de la littérature négro-africaine. J'ai nommé Kamara Abdoulaye, dit Kamara Laye, qui est un écrivain guinéen de la Guinée-Conakry. Nous allons parler dans l'édition de ce jour de Kamara Laye, de son œuvre, mais aussi de la controverse avec les autres écrivains, militants et anticolonialistes, qui estimaient, à tort ou à raison, que Kamara Laye n'était pas un ardent défenseur de l'indépendance des colonies, de la libération des pays. J'ai bien dit qui estimait à tort ou à raison que Kamara Laye soutenait la colonisation. Kamara Laye était donc en rupture de banc avec tous les écrivains africains de l'époque, revendiquant eux, dans une démarche parfois pamphlétaire, l'indépendance de leurs pays respectifs, mais aussi la libération de toute l'Afrique. Donc, Kamara Laye, que d'aucuns estimaient être épaulé par les Français, et notamment les Belges, dans sa littérature, notamment dans sa création littéraire, lui, de son côté, avait décidé, semble-t-il, d'esquiver les sujets épineux, les sujets qui fâchent, la décolonisation, l'indépendance. Vous allez comprendre pourquoi il a été notamment pris à partie par un autre baobab de la littérature africaine, j'ai nommé le Camerounais Mongo Betty, qui s'était montré très virulent contre Kamara Laye. Nous allons aborder cela aussi. Il était donc reproché à Kamara Laye d'avoir abordé dans son roman l'enfant noir que nous allons étudier tout à l'heure, ce jour, d'avoir décrit une Afrique nature, folklorique, stéréotypée, paisible, équilibrée, harmonieuse et bien ancrée dans ses valeurs traditionnelles, parfois mystiques. Bien sûr, en éludant les sujets qui fâchent, notamment les luttes et guerres anticoloniales. Guerre d'Indochine, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, ainsi et surtout les massacres coloniaux. Qu'ils vous souviennent, le massacre du camp de Tiaroy au Sénégal, des tirailleurs, le massacre de Sétif et le massacre de Madagascar. Vous avez maintenant compris ce qui
les divisaient nos chers, très grands écrivains de la littérature négro-africaine francophone. Traditionnaliste, Camara Laye est profondément marqué par les coutumes et la culture africaine. Ses écrits sont devenus de grands classiques et sont enseignés dans plusieurs pays africains, où ils sont d'ailleurs inscrits au programme scolaire. La contribution littéraire de Camara Laye, on peut le dire, est entre le mystique et le traditionnel. Ce sont les thèmes du fabuleux et la glorification de la tradition orale de l'Afrique qu'il priorisait dans son œuvre. Nous allons faire une courte biographie de Camara Laye pour mieux le connaître assez rapidement, puisque nous allons aborder après les controverses et notamment la charge virulente lancée contre lui par le célèbre Camerounais Mongo Betty. Mais pas que lui, parce qu'il était quasi unanime que les gens, les autres, et même certaines critiques littéraires ne n'approuvaient pas son silence, son effacement dans la création littéraire des problèmes qui préoccupaient tous à l'époque, des problèmes qui ont conduit à lancer la négritude, par exemple. Et comme on le disait, la négritude n'est pas qu'un mouvement littéraire ni culturel, mais c'était aussi un mouvement politique. Et c'était le rassemblement, le creuset des Africains qui étaient aux prises avec des régimes coloniaux, dictatoriaux et oppresseurs. Et il fallait s'en débarrasser, se libérer. Et d'aucuns trouvaient ou pensaient que Camara Laye ne prenait pas des initiatives dans ce sens, mais plutôt qu'il était chouchouté par les pouvoirs oppressants belges et français qui, sans se cacher, le soutenaient dans sa création littéraire. La biographie de Camara Laye maintenant. Camara Laye est né d'une fratrie de 12 enfants. Camara Abdoulaye, dit Camara Laye, est un Malinké de l'ethnie Malinké, né le 1er janvier 1928 à Kouroussa, province de l'Anama, en Haute-Guinée. La Haute-Guinée dépendait du Soudan. Elle ne sera rattachée à la Guinée qu'à partir d'octobre 1899, 18 octobre 1899. Après ses études coraniques, Camara Laye est inscrit à l'école française et obtient le certificat d'études, son certificat d'études à Kouroussa. En dépit des réserves de sa mère, son père décide de l'envoyer poursuivre ses études au collège Poiré, à Conakry. Il fit des études à caractère technique. Après l'obtention d'une bourse d'études, Camara Laye part en France en 1947 où il étudie à l'École centrale d'ingénierie automobile à Argenteuil, où il obtient d'ailleurs un certificat de mécanicien. Mais après l'expiration de sa bourse, il dut se prendre lui-même en charge en faisant de petits boulots ci et là, et notamment à l'usine automobile de Simca, et dans les transports en commun de Paris.
Il continue ses études au Conservatoire national des arts et métiers et au Collège technique de l'aéronautique et de la construction automobile. Le voilà en France depuis. Habité par le mal du pays, isolé entre joie et déprime, Camara Laye, qui avait fortement le spleen du pays, entreprend d'écrire les souvenirs de son enfance en Haute-Guinée. Il publie alors son manuscrit L'Enfant Noir aux éditions Plomb, publié le 9 juillet 1953. L'Enfant Noir est un récit autobiographique, un brillant portrait de la culture africaine traditionnelle. C'est un grand classique de la littérature africaine, qui plus est celui d'un homme mûr qui se penche à travers le temps et l'espace sur son passé. Ce roman, L'Enfant Noir, écrit dans une langue épurée, mais avec des mots choisis, a été couronné le 24 février 1954 du prix Charles Veillon, un prix littéraire décerné depuis 1948 par un mécène suisse, souhaitant réconcilier l'Europe et la culture. C'était une sorte de prix Goncourt suisse à la Suisse. Cet ouvrage, L'Enfant Noir, est un témoignage pédagogique, plaisant et dépaysant, fait de joie, de peine et de superstition festive, qui reçut beaucoup d'éloges en son temps et même jusqu'à aujourd'hui. Selon Léopold Sédar Senghor, dans Liberté 1, je le cite, « Le plus grand mérite de Camara Laye est d'avoir fait de son roman un long poème comme les conteurs négro-africains. » Comme les conteurs négro-africains. Fin de citation. Comme les conteurs négro-africains. Il y avait toujours cette tentation de rappeler qu'il n'était pas ordinaire, qu'il sortait du lot, qu'il était particulier et qu'il devra longtemps vivre et continuer son chemin avec ce soupçon de collaboration ou en tout cas de chouchoutage du pouvoir colonial et d'une certaine presse aux ordres de ce pouvoir. Selon Alain Mabankou, un écrivain célèbre contemporain qu'on connaît tous, qui eut la charge d'écrire la préface de L'Enfant Noir, je le cite, c'est l'un des textes fondateurs de la littérature africaine, dira-t-il. L'Enfant Noir est un fabuleux roman de jeunesse et de la vie d'un écolier en Haute-Guinée. Tout commence dans son petit village à Kouroussa, où la vie traditionnelle se déroule avec bonheur entre Daman, sa mère, Kamadi, son père, qui est forgeron, sa grand-mère, sa famille et ses amis. Oui, qu'il vous souvienne dans cette œuvre fabuleuse et mystique qui magnifie une Afrique envoûtante. La cadence de la forge, le talent de la fonte et le serpent, le petit serpent, génie du père de la famille paternelle, totem de la famille paternelle, tout aussi fascinant et enchantant. De même que
l'intuition et l'aura surnaturelle de Daman, la mère, dotée de pouvoirs surnaturels, rendant inoffensifs les crocodiles et autres monstres aquatiques, imaginaires et même les poissons voraces. Oui, seul Daman, la mère, dont le fils, l'auteur et narrateur, Kamara Lai, cache la sorcellerie. Seul Daman pouvait aller prendre de l'eau au fleuve sans être inquiété, alors que les autres femmes n'osaient pas y aller, sinon au péril de leur vie, après d'intenses prières et des incantations bien fournies. Seul Daman pouvait y aller. C'est la magie, comme on dit du côté du Cameroun, c'est la magie. Seul Daman pouvait aller chercher de l'eau sans être inquiété par le crocodile. Cette affaire nous amène aussi à découvrir la récolte du riz, la légende des pouvoirs des jumeaux et du Sagnon, Pouiné, qui les suit toujours, le Condé d'Aria, etc. Ah, j'oubliais, les revanches contre les bourreaux scolaires. C'est bien fait, bien écrit, c'est prenant. La cérémonie de la circoncision est aussi très précise avec les danses de jolies dames en boubou et parées de beaux bijoux, etc. Revenons un peu sur la biographie de l'auteur Kamara Lai. Kamara Lai obtient son diplôme d'ingénieur en 1956 et se déplace vers l'Afrique. D'abord au Dahomey, l'actuel Bénin. Ensuite au Ghana. La Guinée, entre-temps, obtient son indépendance en 1958 et Ahmed Sékou Touré est élu président. Kamara Lai est le premier ambassadeur du jeune État guinéen près le Ghana. Il occupe différents postes en dehors du Ghana avant de revenir à Conakry en Guinée où il travaille pour le département des accords économiques avant d'être nommé ensuite directeur de l'Institut national de la recherche et de la documentation de son pays. Kamara Lai se trouve de plus en plus souvent en conflit, en contradiction avec les politiques du régime du président Ahmed Sékou Touré. Et il est emprisonné pour une courte période. Dans le milieu des années 1960, il s'enfuit de la Guinée avec sa famille en direction de la Côte d'Ivoire, pays voisin où il trouva refuge, avant d'aller s'installer pour longtemps au Sénégal, où il travailla comme chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire, l'IFAN, IFAN, qui se trouve à Dakar, une institution coloniale qui a survécu. Et de là, Kamara Lai participe activement au mouvement d'opposition contre le régime de Ahmed Sékou Touré. Mais la vérité, c'est que quand il était jeune, Kamara Lai admirait beaucoup Sékou Touré. Sékou Touré, c'était un nationaliste qui n'était ni socialiste ni capitaliste.
D'ailleurs, l'auteur, Camara Lai, ne dira-t-il pas, je le cite, « L'Occident a apporté ce qu'il a de précieux, c'est-à-dire la langue française et la langue anglaise. Ce sont là deux merveilleux outils qui doivent pouvoir nous permettre de réaliser notre promesse, la promesse que nous avons faite au reste du monde en prenant nos indépendances respectives. Assimiler et non être assimilé. La promesse de sortir l'Afrique de la faim. Et enfin, la promesse de faire connaître nos civilisations particulières. » Fin de citation. Écrit-il en 1963 à Dakar. Aussi, en 1958, déjà, le jeune Camara Lai voulait servir son pays, nouvellement indépendant et en manque de cadre, comme la plupart des États nouvellement indépendants de l'Afrique, les anciennes colonies. Et qu'ils vous souviennent que c'est d'autres élites qui ont quitté d'autres contrées. La France, c'est les territoires d'outre-mer français, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, mais aussi les Caraïbes, Haïti, pour aller renforcer les troupes des élites africaines, déjà renforcées par les anciens étudiants, qui, pour certains d'entre eux, n'avaient même pas encore terminé leurs études universitaires ou terminé leur cycle de formation, mais qui ont dû très tôt aller répondre à l'appel du pays pour servir, parce qu'il fallait former déjà la jeunesse, les étudiants et les cadres pour le pays. Et c'est de ça que parlait Camara Lai déjà dans son œuvre Dramous. Ne dira-t-il pas, Camara Lai, un brin réaliste? Je le cite, « Il n'y a pas longtemps, la Guinée comptait très peu de cadres. Or, il nous en faut beaucoup, parce que la formation de ceux-ci dépendait du bon vouloir de la puissance coloniale, laquelle faisait tout pour maintenir la majeure partie du peuple dans un état permanent d'analphabétisme ou de semi-ignorance. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que notre ville commence elle aussi à fournir des cadres valables à notre pays. Nous avons l'honneur et la joie d'accueillir parmi nous un de nos frères, Fatoma, revenu de Paris, dit un cadre du parti dans Dramous, qui est aussi une grande œuvre littéraire de Camara Lai. Publié en 1966, qui est un véritable hymne à la liberté. D'autres Africains, comme le jeune poète David Mandessi Diop, étaient venus s'engager aux côtés de Sékou Touré. Mais, très vite déçus, sont repartis d'où ils étaient venus. Sékou Touré mena en effet une dictature très dure, sanguinaire, voulant mettre au pas tout le monde. Et lorsqu'on n'était pas d'accord avec lui, on n'avait plus le droit de citer au pays, à moins d'y rester dans un mouvement de panuge et menant une vie moutonnière. Et cela est bien entendu insupportable aux cadres, aux élites qui connaissent leurs valeurs, qui savent qu'ils peuvent servir partout. Et ces dernières ne restaient pas, préféraient partir. D'autant plus que lorsqu'ils n'étaient pas guinéens, d'origine guinéenne, ils n'avaient plus rien à faire dans un pays qu'ils ne trouvaient plus attractif ni attrayant.
et beaucoup avaient préféré quitter, retourner. Mais beaucoup de cadres guinéens aussi essayaient de fuir, de s'enfuir du pays, comme Camara Laye l'avait fait. Et c'était un mouvement comme ça qui s'est développé tout au long jusqu'au début des années 80. Nous allons maintenant essayer de procéder à l'analyse, sans être très expert, essayer de procéder à l'analyse de cette magnifique œuvre, L'Enfant Noir de Camara Laye. L'action de l'Enfant Noir de Camara Laye débute lorsqu'une femme, désirant avoir un nouveau bijou pour assister à une fête religieuse, se rend chez un orfèvre qui se trouve être le père du narrateur, Kamadi. La femme et l'enfant sont captivés par la transformation de l'or en bijoux et par le travail de l'orfèvre. L'épouse de ce dernier, par contre, pense que le travail de l'or nuit gravement à la santé de son époux. On y contemple, dans cette œuvre, la vie journalière au champ, dans la forge et les rites de puberté. Le récit se termine un plan de Paris en poche, dans l'avion qui l'amène en France et qui l'éloigne durablement de ses proches, clôturant ainsi définitivement son enfance. Selon une critique élogieuse de l'époque, on n'a pas oublié ce petit chef-d'œuvre, L'Enfant Noir, où un jeune écrivain de la Haute-Guinée, Camara Laye, faisait un étonnant début. Il y comptait dans la meilleure langue, la plus précieuse, la plus précise, la plus nuancée, la plus souple, les premiers souvenirs de sa vie africaine, la vie familiale et vénérée des siens, ses attaches profondes aux mœurs de sa tribu. Et cela formait un saisissant contraste avec ce que Camara Laye nous apprenait de ce qui lui était advenu depuis. Écrit Émile Henriot en 1964 pour le journal Le Monde. L'œuvre L'Enfant Noir était dominée aussi par un mysticisme africain. Oui, doté d'un réel talent de conteur, L'Enfant Noir de Camara Laye est un roman du merveilleux, du fabuleux, de l'Afrique des forces de l'esprit, l'Afrique des cultivateurs, l'Afrique des forgerons, en Haute-Guinée. Dans un contexte d'un islam bien particulier car matiné d'animisme, on découvre à travers un mystérieux petit serpent noir qui en réalité est le totem de la famille de l'auteur, de la famille Camara. On découvre l'âme, de l'Afrique, peut-être, mais sûrement de la Haute-Guinée dans cette œuvre. Son père, à Camara Laye, l'auteur, Kamadi Camara, est, comme je le disais, un forgeron orfèvre, doté de pouvoirs occultes, ce qui l'amène à dialoguer avec ce petit serpent noir, lui rendant fréquemment visite dans sa forge. Je cite, « Quand il était à portée, mon père le caressant avec la main et le serpent acceptait sa caresse par un frémissement de tout le corps. Jamais je ne vis le petit serpent
tenter de lui faire le moindre mal. Cette caresse et le frémissement qui y répondait me jetaient chaque fois dans une inexprimable confusion. Je pensais à je ne sais quelle mystérieuse conversation. La main interrogeait, le serpent répondait. Oui, c'était comme une conversation, écrit-il dans L'enfant noir. La mère d'Aman Sadan, native de Tindikan, fille d'un forgeron. Elle est, elle aussi, investie de pouvoirs surnaturels. Donc, Kamara Lai était enfant de sorcier, puisqu'il s'agit là de ses souvenirs. Et c'est un roman autobiographique. Son père était sorcier et sa mère était sorcière. J'ai rappelé l'épisode où elle allait prendre de l'eau au fleuve, où nulle femme n'osait s'y aventurer. Donc, c'était un couple de sorciers qui ont fait cet enfant, qui a eu aussi, aux yeux des autres écrivains contemporains de ses congénères de l'époque, qui avaient, selon eux, un comportement de sorcier. Aussi avec les colons blancs, français et belges. Dira-t-il, ma mère puisait réellement l'eau du fleuve, sans que les crocodiles, les animaux les plus voraces de la création, songeassent à l'assaillir. Des génies peuplaient réellement l'eau, l'air, la terre, les savanes. Des génies qu'il fallait rendre secourables à force de prières, de sacrifices et d'incantations. Et des génies qu'il fallait rendre secourables à force de prières, de sacrifices et d'incantations. Fin de citation. Sa mère Daman Sadan, incarnant les vertus domestiques et morales, active, sans hâte, résignée, sans veulerie, courageuse, discrète, efficace et présente sans ostentation, est le symbole d'une Afrique maternelle. Ne dira-t-il pas Kamara Lai, en hommage à sa mère, n'écrira-t-il pas dans L'enfant noir, justement, femme noire, je cite, femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, qui gouverna mes premiers pas, toi qui, la première, m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. En dédicace, Kamara Lai, en dédicace à sa mère. Nous allons à présent évoquer Kamara Lai, le France-africain, mis au banc par les autres écrivains africains qui s'opposaient et luttaient pour l'indépendance, parce qu'ils luttaient pour l'indépendance de leur pays respectif et de tout le continent africain en général. Kamara Lai a de son côté toujours été encensé par les Occidentaux, parfois sur un ton condescendant ou paternaliste. Son refus de remettre en cause la colonisation a été apprécié par les critiques littéraires. Je cite, « Tout est ici fondé sur ce qui rapproche, non ce qui divise. Ce jeune malinqué a bu avec le lait maternel, celui de l'humaine tendresse. » Écrit René Hugues dans Le Monde Nouveau, en avril 1954. Et il y a eu beaucoup de commentaires comme ça. Et il avait toujours de belles critiques qui accompagnaient son œuvre. Mais en dépit de ces éloges, parfois dithyrambiques, une voix discordante et tonitruante se fit entendre, celle de
Mongo Betty, l'autre célèbre écrivain africain, le Camerounais Mongo Betty, a lancé une charge violente contre cette option de Camara Laye, considérée comme une littérature rose, en privilégiant le pittoresque, voire le fantastique. Ce qui lui a fait écrire des sottises. Féroce, Mongo Betty. Ce roman, dit-il, Mongo Betty est un écœurant produit de l'art pour l'art. Il parle de Camara, de l'enfant noir de Camara Laye. Pour Mongo Betty, la seule réalité de l'Afrique à cette époque, c'est la revendication pour l'indépendance et la dignité des Africains. Par conséquent, un écrivain digne de ce nom doit valoriser l'affirmation de soi. Je le cite, si l'écrivain manque de personnalité, il fera ce que lui demande le public. S'il a de la personnalité, il fera de la littérature selon son goût et ses propres conceptions. Savoir ce que le public français demande à un romancier africain est une autre question. Le romancier africain, qu'il soit blanc ou noir, écrit essentiellement pour le public français de la métropole, ce qui explique bien des choses. Aux yeux du colon et du bourgeois français, qu'est-ce donc que l'Afrique? Une réserve inépuisable d'hommes et de matières premières. L'on devine dès lors qu'une littérature africaine réaliste ne peut être du goût de ces messieurs-dames. Ils tâcheront donc d'étouffer dans l'œuf toute littérature réaliste africaine, car la réalité actuelle de l'Afrique noire, sa seule réalité profonde, c'est avant tout la colonisation et ses méfaits, écrit Mongo Betty. Et il sera suivi par d'autres qui ont défendu la même idée de la libération de l'Afrique. Mais je vous rassure, ces propos acrimonieux de Mongo Betty envers Camara Laye n'étaient pas une détestation particulière ou une déclaration de guerre du Camerounais envers le Guinéen. Non, non. En fait, cette polémique soulevée par Mongo Betty n'était qu'un subterfuge commercial pour attirer l'attention des lecteurs chez l'éditeur Alioune Diop, fondateur de la maison d'édition Présence africaine. C'est ce que dira Daniel Massimin en octobre 2019, aux 70 ans, à la célébration des 70 ans de la maison d'édition Présence africaine, dans un espace culturel qui s'appelait La Colonie à Paris, 10e arrondissement. La Colonie n'existe plus. En réalité, Camara Laye ne voulait pas parler au nom de tous les Africains en général. Il avait seulement et uniquement l'ambition, dans le désarroi et la nostalgie de son pays, la solitude de l'exil, par une démarche thérapeutique, d'écrire ses souvenirs d'enfance, la savane verte et les visages du passé. Il avait envisagé d'intituler son roman « Un enfant de la Haute-Guinée », mais l'éditeur Plomb avait décidé autrement. Il lui avait imposé un autre titre, et le titre retenu sera « L'enfant noir ». Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, ainsi s'achève l'édition de ce jour. Je vous remercie pour votre attentive écoute. C'était Guillaume Adouvi, fondateur des éditions Ibidoun, maison d'édition de livres orientée vers l'Afrique et sa diaspora, mais également toutes les communautés afrodescendantes de l'Amérique, des Caraïbes et des Antilles. À très bientôt.